Mesdames et messieurs, bonsoir. Ces images que vous allez voir ont fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux et les chaînes de télévision. Les faits se sont déroulés en février 2024 dans le district autonome d'Abidjan. Regardez plutôt. Dans cette émission, nous allons parler de l'aspect psychosocial du déguerpissement. Docteur Alain Digbe, psychologue social, est notre invité. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Quand vous regardez ces images, quels sont vos premiers mots? Merci déjà. Lorsque je vois ces images-là, humainement, je suis peiné. Je suis vraiment peiné. Et de voir ces familles qui n'ont pas demandé à vivre là où ils vivent et de venir se faire humilier, c'est une humiliation. C'est une humiliation, je suis vraiment peiné. Et en tant que psychologue, je vois un peu le traumatisme psychologique dans lequel ces personnes vivent. Des personnes qui ont été précipitamment délogées de leur habitation. Et qui dit précipitamment, ça veut dire qu'il y a des choses qu'ils ont laissées. C'est leur vie qui vient de laisser là, qui vient de partir. Pour certaines personnes en fumée ou pour d'autres qu'on vient de détruire. Franchement, en tant que psychologue, je vois déjà l'impact psychologique que cela va créer, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Mais je me dis que cette situation va les suivre toute leur vie. Beaucoup ont été, vous permettez, réveillés Oui, par les bruits des bulldozers. Justement, c'est cet aspect même précipitamment qui augmente même le traumatisme. C'est-à-dire que s'ils étaient au courant qu'on allait les déloger, ils allaient s'apprêter. Mais de façon précipitée, cela a créé une sorte de traumatisme parce qu'ils n'ont pas été avertis. Je rappelle un fait, à Yopougon, Jesco, un lycée a été rasé. Oui. Et lorsque je l'ai vu à la télévision, j'ai été vraiment choqué. J'ai été vraiment choqué qu'on vienne détruire ce que nous on appelle généralement le temple du moins du savoir. Vous allez comprendre, parce qu'ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Ils sont vraiment dans le désarroi, ils ne savent pas. C'est-à-dire que hier, c'est comme la mort. On te dit, je suis avec quelqu'un, et puis le lendemain matin, tu apprends que cette personne est partie. Donc hier, ils étaient au courant. C'est-à-dire que la journée d'hier, ils étaient au courant. Et puis un matin, on vient leur dire, non, votre école n'existe plus. Regardez un peu le traumatisme dans lequel ils sont. Et ça va les suivre. Ça va les suivre. Ils viennent voir, est-ce que ce qui arrive, est-ce que c'est vrai? Donc vous les voyez sur les gravats, ils veulent vraiment savoir, est-ce que c'est réellement les gravats de leur école? Ils sont assis. Donc ils sont vraiment dépassés par la situation. À Tekoubé, il y a eu des situations également, des locataires ont tout perdu. Oui. Et c'est ça encore, ça augmente encore leur traumatisme. La détresse psychologique même, c'est ça en fait. Ça veut dire qu'ils ont tout perdu. Quand vous les voyez, ce qu'ils ont perdu, c'est le fruit de plusieurs années d'économie qui vient de partir. Et quand c'est comme ça, la personne se trouve dans une situation de détresse psychologique. Il ne sait pas à quel sens se vouer. Il ne sait même pas comment faire. Même si on lui donnait tout l'argent qu'il faut, mais les choses, vous savez, les objets qu'on achète, généralement, il y a un investissement émotionnel. On investit, c'est-à-dire quand j'achète un portable, j'investis dedans, que ce soit financièrement ou émotionnellement. C'est une partie de moi. Leur maison, c'est une partie d'eux. Leur environnement, c'est une partie d'eux. Et on va leur dire, demain, vous quittez cet environnement, vous partez dans un autre endroit. Vous voyez un peu, ça crée ce que je pourrais appeler une désorientation spatiale. Parce qu'ils ne vont pas se retrouver là où même vont les envoyer. Parce que là où ils étaient, c'était leur vie. Leur âme y était. Et on leur dit subitement, précipitamment, vous quittez ces lieux-là, on vous envoie dans un autre endroit. Franchement, ça sera vraiment insupportable pour ces personnes. Dans ce lot de victimes, on dénombre aussi les propriétaires terriens. Oui. Voilà aussi une catégorie de personnes aussi qui avec le temps, ne vont pas vraiment s'en remettre.
Parce que c'est un investissement qui vient de partir en fumée. C'est un investissement qui vient d'être détruit. Et quand c'est comme ça, au plan psychologique, ça crée généralement, pour certaines personnes qui n'ont pas cette résilience-là, c'est-à-dire que cette capacité à faire face à cette réalité difficile, pour certaines personnes, il peut naître en eux, en elles du moins, des pensées suicidaires. Parce qu'ils ont tout perdu. Vous voulez dire que c'est des gens physiquement en bonne santé, Oui, mais psychologiquement malades. Justement, au niveau de la santé mentale, il y a eu un problème. Si l'OMS même définit la santé mentale comme qui est un bien-être, c'est-à-dire que celui qui est dans un bien-être, il arrive à être bien dans sa communauté, il arrive à travailler, il arrive à faire les choses comme il se doit. Alors que là, la situation dans laquelle il se trouve actuellement, c'est des personnes qui vont traverser des problèmes de santé mentale, qui vont découler sur la dépression, qui vont découler sur le traumatisme de la situation actuellement qu'ils vivent. Docteur, pensez-vous qu'on aurait pu éviter cette situation? Oui, on aurait pu. On aurait pu si les gens avaient pris la peine de communiquer assez. Très bien, docteur. Ici, on ne va pas chercher à savoir si l'État ou le district autonome d'Abidjan a raison de les chasser ou de ne pas les chasser. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est dans quel état psychosocial les victimes se trouvent actuellement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire exactement? C'est-à-dire qu'en amont déjà, avant même que le déguerpissement ne commence, il faut envoyer des psychologues sur le terrain pour essayer de sensibiliser. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont généralement résilientes devant des situations. Par contre, il y a d'autres qui ne le sont pas. Et chercher à savoir, celui qui ne va pas supporter ces genres de situations, fait déjà une prise en charge de ce qu'il va venir. En fait, lorsqu'on le fait, on prévient. Lorsqu'on fait une prise en charge en amont, on prévient déjà ce qu'il va arriver. Première chose, il n'était pas question seulement de mise en demeure, mais il fallait accompagner. Se faire accompagner par des psychologues. Par des psychologues. Très bien. C'est ce qui est le plus important d'abord. Parce que c'est une vie qui va être détruite. Donc, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les stratégies qu'on mettra en place pour que la personne qui va constater cet état de fait arrive à être résiliente? En fait, c'est ça le plus important. Ça sera détruit, c'est vrai. Mais comment est-ce que la personne, c'est quelle stratégie cette personne va mettre en place pour supporter cette destruction-là? Combien de temps on dispose dans ce genre de situation? Comment? La durée, combien de temps? Entre l'annonce de l'événement, se faire accompagner par un psychologue et la mise en application de la décision. 1 à 2 mois. C'est-à-dire que l'État peut envoyer des psychologues déjà sur le terrain pour essayer de rentrer en contact avec les riverains, les écouter, et puis leur donner des stratégies, des conseils par rapport à ce qui va arriver, comment est-ce qu'ils vont se comporter. Parce que là, pour des personnes qui ne savent pas comment ils vont se comporter, ça devient un traumatisme, ça devient une dépression. Alors que si les psychologues étaient déjà sur le terrain, et puis on essaie d'échanger avec ces personnes, si cette situation arrive, voilà comment vous devez vous comporter, voilà comment vous devez réagir. Quand c'est comme ça, la personne est déjà préparée. Lorsque la situation arrive, la personne a déjà les outils pour faire face à la situation et pour s'en défaire. Par exemple, je prends un peu le cas des élèves. Un élève qu'on dit, bon, tu quittes GESCO et tu vas à Bingerville pour fréquenter. Tout de suite, l'espace même, la désorientation même va s'installer. Parce que l'enfant ne maîtrisant pas ce nouvel espace, il sera traumatisé. Parce qu'il va se faire encore, il va refaire encore la sociologie même de ses relations avec les autres. Les amitiés ont été cassées, il faut en reconstruire. Les familles ont été brisées, il faut en reconstruire. Au niveau des études? Au niveau des études, parce que si ça ne se fait pas maintenant, ce qui va arriver, ça sera encore plus grave. Pour un élève qui a été délocalisé, s'il n'arrive pas à créer ce lien-là entre l'ancienne vie et la nouvelle vie, il va faire ce que je pourrais appeler l'école missionnaire. Et qui fait l'école missionnaire crée l'abandon. Et de l'abandon, on peut aboutir à la délinquance. Et pour la société même qui voulait éviter, la société vient de former un délinquant en puissance. Et les conséquences seront vraiment désastreuses. Autant pour lui-même, autant pour sa famille et autant pour la société même qui cherche à vouloir le protéger. Voilà un peu. Et il y a aussi, pour ce que je voulais dire, concernant le stress post-traumatique, en plus de la détresse,
Le stress post-traumatique, c'est que les gens qui ont vécu ces genres de situations, chaque fois qu'ils vont passer à côté d'une maison qui est en train d'être détruite, ils vont piquer une crise. On a l'impression qu'ils vont revivre la situation passée. C'est ce qu'on appelle généralement la reviviscence. C'est-à-dire que la situation qu'il a vécue à GESCO, même si ce qu'ils sont en train de faire ne le concerne pas, il sera traumatisé. Parce que l'événement revient toujours. Ça revient toujours. Tout ce qui est destruction de bâtiments est traumatisant pour lui. On va plutôt aborder l'aspect solution. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut Proposition concrète. D'abord pour les enfants et les élèves, ensuite pour les locataires et pour les propriétaires terriens.